Salut les amis, c'est Nico Genzi. Ma deuxième tentative de live Facebook. Donc je sais pas s'il y a du monde sur la ligne. Voilà, je ne suis pas encore un grand connaisseur, donc dites-moi s'il y a des gens présents. A priori, je vois un petit œil qui se met, donc je pense qu'il y a une personne qui est là avec moi en direct. Donc je tente un nouvel horaire parce que la dernière fois j'ai fait ça entre midi et deux et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être moins de gens qui étaient dispo à ce moment-là. Donc là je me dis, au moment des informations, peut-être que les gens n'ont pas forcément envie de regarder comme toujours, mauvaises nouvelles qu'on nous balance au niveau des infos. Donc voilà, si vous êtes là, dites-moi si vous m'entendez bien. Donc a priori cette fois l'image serait dans le bon sens, ce qui peut être pas mal. Donc, euh, donc voilà. Alors je trouve ça pas mal ce système des Facebook Live. Alors, moi ça me fait penser quand j'étais gamin, enfin le côté du mec qui est vraiment pas bon au niveau au niveau de l'informatique. L'époque je pense que vous avez connu les CB. Je sais pas si ça vous parle, les mecs. Allô, allô, Roger, c'était sur la ligne. Donc là j'ai peut-être une personne qui est là. Donc dis-moi si tu m'entends bien. On va se faire un live à deux. Peut-être que certains autres arriveront en même temps. Donc simplement me dire si le son marche bien, voilà, parce que moi j'ai pas de retour au niveau du son, donc voilà, si vous allez mettre un petit message, me dire ouais Nico on t'entend bien, ça peut être pas mal, parce que sinon bah, ça sert à rien, hein, si c'est juste pour voir ma vieille tête, c'est pas le plus intéressant. Donc voilà, dites-moi si vous m'entendez bien. Je sais pas comment ça marche. Le son marche nickel. Super. Salut Vincent. Ravi que tu sois là. Greg qui se branche au top. Jérémy, parfait au niveau du son. Bon bah les mecs pas au niveau des infos, ça va. Vous manquez pas quelque chose de trop important là cette heure-ci. Le fameux 20h. Salut Alan, ravi que tu sois là. Bon bah c'est cool, hein. J'étais sur mon truc des CB, mais bon là, je reçois des messages forcément en même temps. Hop là. La technologie, bah, c'est plutôt sympa quoi. Du coup, la dernière fois, bah, j'ai cuté le truc, hein. L'image était de travers, j'avais les commentaires dans l'autre sens, mais là, a priori, ça fonctionne mieux, donc c'est top. Donc bah là, c'est cool en plus de me poser sur live. Pourquoi? Parce que là, ça fait un petit moment que je suis dans les commentaires. Voilà, là en ce moment, bah, vous l'avez sûrement vu, hein, si vous me suivez un petit peu sur Facebook, je suis dans mes vidéos du moment bah, qui marchent bien, c'est cool et j'ai pas mal de commentaires. Donc là, ça fait du bien de sortir un petit peu de son écran. Là, j'ai les doigts, comme je suis pas trop dactylo, qui commencent à chauffer un petit peu. Donc c'est cool de se poser là pour parler un petit peu d'IMO. Moi, ce soir, j'ai envie de parler d'un sujet qui est quand même hyper important dans le business, dans l'immobilier en général, que ce soit sur la partie investissement ou la partie, on va dire, qui me concerne un petit peu plus, la partie opérationnelle. Donc c'est, pour ma part, c'est le côté le plus chiant du business. Donc que des business, ouais, c'est clair. Donc à votre avis, allez, je fais un petit test là sur les quelques personnes avec qui je suis. Pour vous, c'est quoi le truc le plus chiant au niveau de l'immobilier? Alors voilà, moi c'est mon avis, hein, mais c'est sûrement peut-être pas le vôtre. Donc je sais pas, quelqu'un a des idées, je sais pas, Alain, Dominique, qu'est-ce qui vous ouais, paraît plus compliqué ou plus chiant à gérer dans une opération immobilière, que ce soit sur de l'investissement ou sur de l'éventuel achat-revente ou promotion-construction. Si vous avez des idées, dites-moi, on voit si on est sur le même délire à ce niveau-là. Ouais, non, bah après je pense qu'il y a quand même du retour en plus avec la distance. J'imagine qu'il doit y avoir quand même au moins 30 secondes d'écart entre quand je parle et quand vous entendez, hein, parce qu'on est quand même à quelques milliers de kilomètres les uns les autres. Bon, personne n'a d'idée sur le point le plus bloquant. Enfin, moi, celui qui me gêne le plus, dans tous les cas, dans le business IMO, c'est les travaux. Voilà, et là, je me rends compte avec les commentaires que je reçois en ce moment sur mes vidéos du moment, un des gros points bloquants des gens, et le mien, ça a toujours été la gestion des travaux. Très clairement, parce que enfin, si vous êtes comme moi, et on en reparlera un petit peu, moi personnellement j'ai deux mains gauches, et voilà, j'ai toujours eu besoin de faire appel à des personnes. Et c'est vrai que bah, des fois c'est compliqué quoi. Et puis on a les aléas d'un chantier, on peut avoir des mecs qui viennent pas dans le timing, on peut avoir des petits soucis où on pète une cloison, il y avait une arrivée électrique qui passait à ce niveau-là, à ce moment-là. Enfin voilà, tous ces trucs qui font que c'est
pour moi le côté, on va dire, le plus pénible du job. Mais bon, quand on y arrive et quand on le fait bien, qu'on a un bon résultat, eh ben on est content, on se réconcilie un petit peu avec tout ça. Donc ce soir dans ce live, je voulais reparler un petit peu de ça, de quelle attitude il faut mettre en place pour que ça se passe quand même au mieux. Parce que bien sûr, on peut minimiser les galères et faire en sorte que ça se passe bien. Et puis après, voilà, il y a aussi un autre sujet que je veux aborder sur la partie travaux qui me tient bien à cœur, parce que j'ai échangé avec pas mal de personnes sur des commentaires ou même des amis à moi qui se lancent dans l'investissement et tout. Donc les travaux, comment on fait pour finalement s'y connaître de plus en plus? Parce qu'au départ, enfin voilà, moi le premier, j'ai pas une formation manuelle, j'ai pas fait d'études pour apprendre les métiers du bâtiment, donc je n'ai pas travaillé sur des chantiers, même si gamin j'ai été manœuvre pour des maçons. Voilà, j'ai porté quelques agglos, j'ai fait quelques bétonnières, mais pas plus que ça. Donc déjà très clairement, la première des choses, c'est appliquer, ceux qui me connaissent, vous le savez, mais je parle souvent de ça, de ce qui est pour moi la meilleure des qualités, où les gens en France, on va dire que c'est un vilain défaut, c'est la curiosité. Voilà, il faut être curieux avec les gens qui travaillent sur vos chantiers. Ça, c'est essentiel. Quand vous avez des mecs qui bossent, allez discuter avec eux sur le chantier. Prenez le temps comme on dit, tailler la bavette avec et posez-leur plein de questions. Voilà. Pourquoi tu fais ça? Comment tu le fais? Ça sert à quoi? Vous voyez, c'est hyper important, toutes ces petites questions-là, et laissez-le parler. Et puis toujours pareil, quand on est sympa, quand on est ouvert, les gens s'ouvrent aussi à vous et ils vont vous donner des, comment dire, des réponses à vos questions. Même souvent sur un chantier, il va se permettre de donner son avis sur les travaux de ses collègues et confrères qui travaillent aussi sur le chantier. Et voilà, c'est pas plus bête que ça. Il faut poser de la question. Après, on va dire dans la maîtrise des coûts des travaux, il va falloir jouer sur un autre domaine, c'est qu'il va falloir un petit peu savoir le coût des matériaux. Il va falloir que vous preniez le temps d'aller visiter les Castos, les Leroy Merlin, les revendeurs de matériaux, on va dire plus à destination des pros, tels Big Mac, comment ça s'appelle, Point P, ce genre de magasin, pour savoir combien coûte le matériel. Enfin, pour un plombier, combien coûte un WC, combien coûte un bac à douche, combien coûte une paroi de douche, combien coûte des tuyaux PER. Ça, c'est hyper important parce que ça vous donne un petit peu le coût du matériel. Et ensuite, quand vous aurez un devis global, vous connaîtrez un petit peu le, le ratio finalement de la main-d'œuvre pure. Et vous le vérifierez sur le temps d'intervention qu'il a mis sur son chantier. Et donc pour les prochains, ça vous permettra d'être forcément meilleur avec le temps, quoi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose où il faut s'intéresser tout le temps. Il faut aller parler. On a tous autour de soi des amis qui sont artisans ou de la famille. Donc voilà, on en profite autour d'un petit apéro, autour d'un petit café. Parle-moi de ton business. Si on connaît vraiment personne, on va chercher autour de soi. Si c'est pas nous, on a des gens qui connaissent. Et voilà, faites en sorte de vous faire mettre en relation avec des collègues à eux qui sont dans d'autres domaines d'intervention du bâtiment, des plaquistes, des carreleurs, des peintres, voilà, tout ce qui intervient, électricien, tout ce qui intervient sur votre chantier. Et simplement, c'est dans l'échange avec ces gens-là que vous allez vraiment progresser. Donc, ça, c'est une première chose. Pour. Ah, alors, Jérémy, j'ai pas. Ça, c'est une bonne question. N'hésitez pas à envoyer des questions, hein, c'est des fois plus simple. Comment arrives-tu à pérenniser une relation invest-artisan? Difficile d'avoir une réponse tout le temps, tu bosses avec les mêmes. Ouais, moi clairement, voilà, j'allais basculer là-dessus, donc tu fais bien de poser cette question. C'était aussi sur ce que je vois souvent et que j'ai moi-même vécu. On a tous eu, ou on aura peut-être tous des mauvaises expériences sur un chantier. Voilà, ça fait partie du jeu, c'est qu'à un moment, on peut se tromper sur des personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne gestion de la finance avec un artisan. Voilà, pas trop donner d'acompte et ne payer que lorsqu'il a vraiment avancé un travail. Donc là, vous le payez vraiment rapidement quand il a fait son travail. Mais il ne faut pas en donner trop d'avance pour qu'il puisse quand même revenir toujours bosser chez vous. Donc on a tous eu des mauvaises expériences et comment on va finalement améliorer ça? C'est l'expérience dans le temps, c'est les autres chantiers. Quand il était moins bon,
on va en trouver un meilleur. Et après, c'est sûr que le top, il faut arriver à se créer des équipes régulières. Voilà, très clairement, c'est selon le volume de dossiers que vous allez faire dans l'année. Si vous commencez à en faire un petit peu plus, très clairement, il faut au moins avoir 2 artisans par corps de métier pour répondre à la demande. Si demain vous avez peut-être 2 appartements à faire en même temps, c'est toujours bien de pouvoir rebondir sur l'un ou sur l'autre. Et effectivement, la relation que vous allez créer sur le long terme avec ces personnes-là va vous permettre d'instaurer une relation plus amicale dans le délire, même s'il faut quand même toujours garder en tête que vous êtes le donneur d'ordre et il y a quand même un objectif boulot financier pour vous, donc il faut garder quand même le côté si demain il faut que ça pète, ça pètera, mais c'est aussi en créant du relationnel, de l'humain avec cette personne-là qui sera plus à même de se défoncer pour vous, d'avoir envie de venir sur votre chantier en priorité, d'avoir envie de vous satisfaire pour le réaliser dans les meilleurs délais, et ça vraiment c'est de l'humain. Donc tu les pérennises comme ça, tu les pérennises aussi dans le principe où demain tu vas les mettre en relation avec d'autres clients. Parce que toi-même, si tu commences à faire pas mal d'investissements, des opérations d'achat-revente ou autres, forcément, les gens autour de toi vont être intéressés à ce que tu fais. Tu vois, ils vont se dire, putain, Jérémy, il envoie, il investit, il fait des choses bien. Et comme les travaux, c'est le côté galère pour la plupart des gens, certains vont venir te dire, et mec, putain, comment tu fais au niveau des travaux? Bah, toi, Jérémy, tu as des mecs bien, ok, je peux te présenter des gens bien. Et tu vas amener du boulot à un artisan qu'il n'aurait pas trouvé parce qu'il n'aurait pas eu ce client-là sans ton intervention. Ça va aider. Ça va aider à créer la relation parce que tu vas amener du boulot en plus du tien que tu peux l'amener sur l'année. Donc voilà, il faut forcément avoir de la pérennité dans les gens. Et aussi, et pourquoi c'est hyper important, c'est d'avoir des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Tu vois, moi, j'ai jamais voulu travailler avec des entreprises générales du bâtiment, par exemple. Voilà, en réhabilitation, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des entreprises générales du bâtiment. Moi, j'ai jamais aimé vraiment cet aspect-là. Pourquoi? Parce que c'est mettre un petit peu tous ses œufs dans le même panier. Donc, il y a toujours cette problématique de l'acompte. Voilà, si tu veux valider un devis, valider un marché, il va falloir comme lui laisser un acompte. Donc, si tu donnes la totalité de ton marché de travaux à un seul mec, voilà, c'est pas le truc de dire que ça va être un escroc, voilà, qui va partir avec cet argent-là, même si malheureusement ça peut arriver dans la vie. Non, c'est simplement de se dire, ok, il prend ton acompte, il te dit, vous avez convenu ensemble de démarrer à telle date le chantier, et puis du coup, lui, il a la boire sur d'autres chantiers, il vient un mois après, quoi. Et toi, tu as pris un mois dans les dents, et ça, c'est embêtant. Alors quand tu bosses avec plusieurs artisans pour chacun des corps de métier sur ton chantier, tu as cette capacité de pouvoir rebondir plus facilement s'il y en a un qui est vraiment défaillant pour le remplacer. Donc, euh, donc voilà, c'est le côté important. Il faut pérenniser cette relation parce que comme je disais, je vais y arriver, hein, parce que j'ai pas de. Là, c'est en direct, donc il n'y a pas comment dire, de fil conducteur au truc. Mais l'idée, c'est qu'ils se rendent service. Pourquoi? Par exemple, un exemple simple, hein, je ne sais pas si vous avez déjà fait un petit peu de, je pense tous, hein, travaux élec ou autres, et souvent on passe toutes les goulottes de fil électrique dans l'ossature par exemple d'un placo, et en fin de compte, si le plaquiste il est quand même pote avec l'électricien, et lui il va lui sortir, une fois qu'il a replaqué son placo, il va lui ressortir ses goulottes à l'endroit qui aurait été convenu pour gagner du temps. Et ça, c'est aussi du fait qu'ils aient l'habitude de bosser ensemble et que demain, ils vont être capables de se rendre des services. Voilà, ça c'est une des choses aussi importantes. Donc ça va amener à l'autre point qui est hyper important dans la gestion des travaux et de vos artisans. Les mecs, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, pour vous apprendre et comprendre les travaux, il faut échanger avec eux, qui vous donnent des choses. Mais la vie, vous le savez, hein, la relation humaine, le business est toujours donnant-donnant. Donc vous aussi, donnez de votre personne. Donc, donner de vos conseils, donner de votre sympathie et de votre motivation que vous allez leur emmener quand vous allez les visiter sur le chantier. Voilà, ne soyez pas le mec, moi je suis propriétaire de l'appartement, c'est moi qui réhabilite, moi j'achète, je revends, je suis le... Non, non, non. Voilà, restez humble, à haut niveau, on se met au même niveau que les personnes et on échange et on rend service. Voilà, moi comme je vous ai dit, je suis né avec 2 mains gauches, je ne serais pas capable de faire grand chose, même si je vous dis gamin, j'ai fait de manœuvres, j'ai fait des trucs comme ça m'est arrivé de faire un peu de peinture et tout, mais pour des résultats pas top niveau, donc je ne serais jamais ça. Par contre,
Et ben, quand il fallait rendre service pour faire gagner du temps à un artisan, c'est-à-dire qu'il va manquer du matériel, je sais pas, une boîte de vis pour un plaquiste, voilà, lui, ça le fait partir du chantier alors qu'il peut avancer sur d'autres choses. Si tu as le temps, eh ben, va lui chercher la truc de vis. S'il faut monter du matériel parce que c'est en étage élevé sans ascenseur, pareil, ça fait un petit peu de sport, ça rend service. Et ton artisan, il te voit faire ça, il te dit oh putain, ce mec-là, ok, c'est le client, c'est lui qui me paye, mais il mouille sa chemise. Et donc, vous voyez, c'est une relation. C'est des choses toutes bêtes de la vie en fin de compte, mais que plein de gens font pas. Et je vous dis, quand vous êtes. Salut Jérém, j'ai Ludo qui est là, Ludo de Grenoble, c'est cool. Salut Connie. Donc vous voyez, c'est des choses toutes bêtes qui sont finalement simplement de la relation humaine, voilà, de la relation personne, et de se dire, bah, ces gens, ok, travaillent pour vous, euh, ok, comment dire, vous utilisez leur savoir pour vous-même apprendre à comprendre des travaux et pour être bien dans votre évolution d'investisseur, d'éventuel opérateur immobilier. Donc c'est cool, mais vous aussi donnez, voilà, donnez de votre personne, comme je vous dis, voilà, de temps en temps, ça plaira toujours de passer le vendredi sur le chantier avec un petit pack de bière qu'on amène. On prend le temps de boire une bière ou un café avec les mecs sur le chantier. On parle du chantier, mais pas que. Pareil, on prend le temps de déconner sur des trucs voilà, de chantier, des sujets qui vont plaire à vos interlocuteurs. C'est des choses toutes bêtes. Et je vous dis, cette relation fait que demain, ils auront qu'une envie, c'est de se déchirer pour vous. Parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes réglo, vous les payez correctement. Et en plus, vous êtes sympa, vous vous intéressez à eux et vous rendez des services. Donc là, je vous dis, il y a tout bon, quoi. Il y a tout bon. Donc voilà, après l'autre point qui me tenait à cœur dans ce live, c'était vraiment le point de départ, mais j'ai dit on va refaire un petit rappel global sur les travaux, comment les apprendre, comment les gérer au mieux. Après vous me poserez vos questions en direct. Merci Julien, c'est cool. C'est une question que j'ai eu beaucoup là sur les commentaires de mes vidéos du moment, où souvent on me demande est-ce qu'il faut mieux faire soi-même ses travaux. Voilà, ça c'est une question que j'ai assez souvent, donc je vais vous donner mon avis, on va voir les deux solutions, et je vous donnerai mon avis personnel après. Donc faire ses travaux soi-même, si on en est capable, si vous n'êtes pas comme moi, vous n'avez pas de main gauche, que vous êtes bricoleur parce que voilà, soit vous avez suivi des chantiers, soit même sur internet, il y a même des tutoriels, ou enfin voilà, Casto fait des tutoriels pour poser son parquet soi-même, voilà, faire de la peinture, on est tous capables en soi de faire de la peinture, ça c'est sûr. Maintenant, moi je trouve ça bien, très clairement, sur les premiers projets, on a peut-être moins de budget, on veut conserver ses rentas locatives ou ses rentas opérationnels, on a le temps de le faire. Si on le fait de manière qualitative, donc on sait que ce qu'on fait, ça va tenir dans le temps. Je lis les commentaires en même temps, c'est pas facile. Je sais pas si je peux les revoir après. Bon, je verrai, je rebasculerai. Salut David, en tout cas. Donc voilà, si on sait faire et qu'on est capable de faire bien, correctement les choses, why not? Surtout les premiers temps, si ça peut permettre de gagner de l'argent, les premiers dossiers, voilà, plus on peut en gagner, mieux c'est. Donc il faut y aller, il faut, pourquoi pas, mettre la main à la pâte et faire soi-même si on est capable. Maintenant, très clairement, à un moment donné, moi pour ma part, c'est pas le fait simplement d'avoir deux mains gauches qui m'a toujours fait penser comme ça. On est tous forts dans un domaine. Et très clairement, si vous me suivez sur les vidéos, si vous me connaissez un petit peu, je peux vous dire que vous avez plutôt intérêt à devenir très fort au niveau de votre marché immobilier, le connaître sur le bout des doigts, vous le savez, de façon très fine, la connaissance de votre marché, et vous gagnerez beaucoup plus d'argent en étant capable, par cette maîtrise du marché, d'aller chercher de nouvelles opérations qui génèrent du cash ou qui génèrent de belles rentas, que de passer du temps à travailler sur votre propre chantier pour gagner de l'argent. Ouais, la valeur de l'argent, c'est vraiment une valeur de temps passé pour arriver à un résultat. Et très clairement, moi j'ai toujours préféré, je ne savais pas faire, mais même si je savais faire, et c'est ce que j'ai toujours dit à mes artisans, je vais en revenir après, mais voilà, il vaut mieux passer du temps très clairement
à chercher des bons dossiers, à grossir votre relationnel pour aller sourcer des affaires, pour savoir faire tourner les chiffres, pour connaître bien les chiffres généraux du business et prévoir dans vos chiffres le travail fait par des professionnels. Voilà, c'est tout bête, hein. Quand vous allez voir un dossier, bah, vous connaissez le prix des travaux faits par un professionnel, vous avez votre marge que vous voulez ou votre renta opérationnel si vous êtes sur la partie investissement, et ben très clairement, faites-le faire par un pro. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant et moi je vous conseillerais plutôt bah, vraiment de ces heures passées à poser du parquet ou à, je sais pas, faire de la peinture ou autre, et ben voilà, allez vous balader dans votre secteur, allez frapper à des portes, allez rencontrer de nouveaux agents immobiliers, rencontrer de nouveaux professionnels sur votre secteur et ça vous fera gagner beaucoup plus d'argent en finalité. Donc voilà, comme je vous dis, moi je ne suis pas contre le fait de faire soi-même ses travaux. À un moment, c'est bien, c'est super bien, mais, euh, mais voilà, vous gagnerez plus d'argent à sourcer des bons dossiers et faire faire finalement les travaux par des professionnels parce que c'est une question de temps passé. Voilà, comme je vous dis, tout le monde est capable, enfin tout le monde est capable, non, pas tout le monde, la preuve, moi-même, je ne suis pas capable de faire certaines choses, genre poser du parquet ou autre, mais la plupart des gens sont capables de le faire. Et donc voilà, mais par contre, vont passer beaucoup plus de temps qu'un vrai professionnel. Et je vous dis, j'ai eu l'exemple plein de fois autour de moi bah, de potes artisans qui sont lancés dans des projets, et ils avaient bien raison, hein, c'est les projets qui payent, les projets intéressants, donc des grosses réhables, tout à refaire ou de l'autoconstruction hein, sur des projets neufs. Et comme ils travaillent dans des chantiers, ils voient comment on fait un plaquiste, comment poser du placo. C'est pareil, poser du placo, si on est bricoleur, on peut y arriver. Mais finalement, eh ben, tout ce temps qu'ils ont pris pour faire par eux-mêmes, ils ont mis peut-être 2 fois, 3 fois plus de temps qu'un autre artisan, et ben, même principe. Ils auraient dû s'arranger. Ils auraient dû dire à un pote plaquiste, toi t'es électricien, t'es un pote plaquiste, on se voit sur les chantiers. Bon, viens chez moi, tu me fais du prix coûtant ou on s'arrange. Tu me dépannes sur mon chantier, moi je te dépannerai sur un autre chantier. Toujours pareil, gagnant-gagnant, mais vous voyez l'investissement temps. Donc, c'est une réflexion que je voulais vous amener ce soir dans ce live. Réfléchissez bien à ça. Moi, je dis pourquoi pas dans un premier temps, sur les premières opérations pour gagner de l'argent, faire du cash, mais après, voilà, échanger avec des artisans, comprenez, trouvez des bons, connaissez leur prix et intégrez leur prix à eux dans vos balances d'opération, dans vos balances de rentabilité sur vos produits pour demain, voilà, laissez aux professionnels les travaux, faire les travaux et vous, concentrez-vous sur la recherche de belles opérations qui prend du temps. On le sait, voilà, aujourd'hui, faut pas rêver, hein, si vous voulez trouver des bonnes opérations, faut y aller, faut marner, faut aller voir beaucoup de monde, faut voir beaucoup de produits, faut être dedans. Donc vous voyez tout ce temps-là que vous gagnez par rapport au fait de ne pas faire par vous-même, et ben voilà, c'est de l'opération qui peut sortir derrière. Donc je regarde un petit peu les petites questions. Alors, j'ai Zohair, tu me dis quel financement optimal pour enchaîner les opérations d'achat-revente dans le cadre d'une société d'acquisition et revente de biens. Alors Zohair, là c'est la partie pro, c'est pas forcément sur live, mais donc opération pro, c'est soit SAS, soit SARL pour du marchand de biens. Donc tu vas mettre de la récurrence dans le business. Et très clairement, ce n'est pas du tout les mêmes types de prêts que tu dois sûrement connaître en tant qu'investisseur particulier. Donc des prêts amortissables sur 20 ans, sur 25 ans, c'est vraiment des prêts opérationnels qui vont aller de 24 à 36 mois. Ou alors, tu vas avoir des prêts, comment dire, ce qu'on appelle des lignes de crédit. Grosso modo, une ligne de crédit, c'est une autorisation de découvert annuelle que te donne un partenaire financier pour faire tes opérations. Donc c'est vraiment très différent et je ferai sûrement un jour une autre vidéo là-dessus parce que je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par la partie pro. Mais là, il y a trop de, trop de choses à parler là-dessus. Donc je remonte un petit peu si j'arrive à voir les autres. Euh, euh, Jérémy, Mauricien, Victor en fac, bah écoute, contacte-moi quand tu seras par là. Donc je regarde s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Vincent, donc il a fait ça, fait ses propres travaux et c'est clair. Je te confirme, en tant qu'artisan, on tombe pas toujours sur des clients faciles. Le petit café du matin compte beaucoup. Eh ouais, David, ça je sais.
ou des fois la petite bière du vendredi aussi passe bien. Et oui, il y a plein de gens qui ont, voilà, quoi, qui ont pas, on va pas parler de manque de respect, c'est pas ça, mais qui pour eux, bah, l'artisan, c'est le mec qui met en œuvre, qui met ses mains. Et fuck, il a un boulot aussi noble que toi, qui est tout bib ou je sais pas, peu importe. Alors certes, il a peut-être fait moins d'années d'études, mais le boulot, il est là, il est capable de faire des choses que toi, t'es pas capable. Donc faut du respect pour ça et très clairement, ce que je disais au début de cette vidéo, au début de ce live, et bah, quand vous montrez du respect, vous montrez de l'intérêt pour ce que font les gens, je peux vous garantir que vos artisans, eh ben, ils seront très ouverts pour vous expliquer le travail qu'ils font, comment ils le font. Comme je vous ai dit déjà avant, ils vous expliqueront même des fois des défauts que d'autres artisans sur le chantier vont faire. Voilà, parce qu'ils vous aiment bien et c'est ça qui va vous permettre demain bah, d'être. C'est pas très français de dire de plus en plus meilleur. Non, mais de vraiment, pardon, progresser tout le temps sur cette partie qui est hyper importante dans le business. Comme je le dis, je le répète, que ce soit en investissement ou sur de l'opérationnel, la partie des travaux. Et il n'y a que voilà, il y a qu'en échangeant, en voyant, en faisant. À un moment, c'est pareil, hein, c'est bien en amont d'aller travailler ses prix de matériaux, d'échanger avec les artisans pour avoir des prix au mètre carré, au niveau de la main-d'œuvre et autres. C'est super. Et il faut vraiment le faire. Comme ça, dès le premier chantier, vous avez déjà de meilleures certitudes sur le truc. Mais après, ce sera, comme dit le proverbe, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, pardon. Et ce sera vraiment en, comment dire, en faisant des premiers chantiers. Comme je vous ai dit, bah, peut-être qu'il y aura une ou deux galères. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu de gérer des fois des galères et des travaux. Mais c'est pas grave. Et l'expérience et le temps fait que bah, finalement, au fur et à mesure du temps, on en gère moins. Et puis quand on en a, on est vachement moins inquiet parce que ça se passe bien. Donc, alors je m'excuse, je plisse les yeux, hein, c'est l'âge maintenant, le téléphone est à environ 40 cm de moi. Utilises-tu des outils internet pour le processus d'achat-revente? Pour l'achat-revente, internet, hormis le suivi des petites annonces, voilà, mon suivi de pige pour voir les nouvelles annonces qui sortent, me tenir un petit peu au courant de ce qui sort sur le marché à l'instant T. Moi, je suis assez old school et je n'utilise pas, à ma connaissance, je ne connais pas de choses spécifiques sur Internet qui seraient utiles pour ce business-là. Moi, je reste voilà, dans le mode old school où il faut aller serrer des mains, il faut aller visiter des apparts, il faut rencontrer un maximum d'agents immobiliers. Mais voilà, donc à mon niveau, si tu connais des choses, bah, n'hésite pas à nous en parler, hein. Moi-même, je suis là, je découvre plein de choses, hein. C'est comme pour les plans. Moi, je suis le genre de mec encore à l'ancienne, je dessine avec un crayon et une règle à échelle, mais aujourd'hui, voilà, j'ai des membres à moi, ils utilisent des logiciels informatiques, enfin des logiciels de plan, pardon, très facile d'utilisation a priori, ils font des trucs super. Euh, Thierry, je crois que je vais me lancer avec toi, Nico. J'ai pris ma décision par où je commence. Et bah déjà, Thierry, je ne sais pas si tu as vu les vidéos du moment qu'il faut absolument suivre. D'ailleurs, si je parle à ceux qui sont là en cours, si vous ne les avez pas vues, profitez-en parce que ça ne va pas durer. Elles sont encore en ligne quelques jours. Et donc, dans mes dernières publications, que ce soit là sur Facebook en live, mais après, je vais la remettre sur YouTube. Donc, si vous la voyez sur YouTube, dans la dernière publication, il y a un lien et il y a 4 vidéos de très grands intérêts. Je vous dis Helpless que là après ce petit live, je vais me remettre dans la réponse aux commentaires. Et voilà, et si tu veux plus d'infos, regarde ces vidéos parce que derrière, voilà, il y a la possibilité de passer encore un cap supérieur si ça te branche. Donc n'hésite pas. Il y a ces vidéos-là, il y a beaucoup de choses qui sont données. J'en donne beaucoup plus que là, même on peut faire pendant un live parce que quoi qu'il en soit, je vais pas trop tarder. Il faut que je remette dans les commentaires. Mince, ça y est, je me suis planté. J'ai encore appuyé sur le mauvais truc. Ouais, ça y est. Ah, et la lumière fut. Euh, tac, 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 tac. As-tu diversifié un peu avec du local commercial? Eh ben non, Jérémy, mais une très belle erreur de ma part. Et très clairement, ce sera une chose que je vais remettre en place dans mes plans de reprise d'activité en France. Non, à l'époque, j'étais un petit peu bête et voilà,
on est tous, moi ça tournait bien sur le résidentiel, donc je me concentrais là-dessus, ça fonctionnait. Les quelques dossiers où j'avais du local commercial, j'étais en mode. Euh, Hey, bise Mathieu, un pote du rugby de Chassieux. Eh bah écoute, une prochaine Mathieu, si tu peux pas rester ce soir, avec grand plaisir. Et du coup, ouais, donc local commercial à l'époque, moi je fourguais ça pour rien. Donc des mecs ont fait des belles affaires avec moi parce que ça m'intéressait pas du tout. Pourquoi? Parce que comme je te dis, j'étais bébête de pas avoir creusé le truc plus que ça à l'époque. Moi je m'étais arrêté sur un principe. Je me disais que dans tous les cas, si je prenais une pièce, la pièce, hein, on connaît tous, hein, c'est l'impayé. Pour moi, en tant que propriétaire d'un local commercial, je passerai toujours après les impôts, tous ces mecs-là qui doivent être payés avant le propriétaire. Mais c'était sans connaître. Là, depuis 1 ou 2 ans, j'ai rencontré des mecs qui sont spécialisés là-dedans et qui m'ont expliqué que non, il y a des droits d'entrée, il y a le fait que les locataires, les preneurs font tous les travaux, ça coûte beaucoup moins cher à monter. Donc ouais, non, c'est une chose qui me branche et bah, on en parlera peut-être dans quelques mois parce que je vais vraiment m'y intéresser. Mais jusqu'à aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, enfin on s'en fout, c'est un moment de vie, on voit des choses et on fait que voilà, on s'y met ou on s'y met pas. Mais là, ça me branche bien, les locaux commerciaux, ce sera un truc. Alors attends, je plisse mes yeux. Penses-tu que malgré la remontée des taux, la promotion construction restera rentable? Bah écoute, moi très clairement, Chris, je suis dans les personnes, alors c'est un peu étonnant à dire, mais moi je vais être dans les personnes qui vont vouloir et qui vont aimer que les taux remontent demain. Pourquoi je vais aimer ça que les taux remontent? Parce que très clairement, ça va durcir le marché. Voilà, j'ai déjà connu ça avant 2007-2008, où il y avait cette époque un petit peu fast, où ce qui est le cas un petit peu en ce moment en France, hein, tout se vend très vite, très cher, parce que les taux sont extrêmement bas. Donc tous les investisseurs lambda, les particuliers qui veulent une RP, on achète. Et bon, bah Vincent, il y aura le replay. Ah, c'est un pote qui se connecte, c'est marrant. Ah, c'est marrant Facebook Live. Donc, excuse-moi, je reviens sur ce que je te disais. Donc, moi, je suis dans ceux qui sont pour la remontée des taux parce que ça va durcir le marché. Voilà, à un moment, bah, ça va freiner les acquéreurs et dans la partie pro, vraiment les mecs qui sont là pour faire des opérations, et ben ça va écrémer la chose. Et après, bah, toujours le même principe. Même si ça se durcit un petit peu, il y aura toujours le besoin de se loger. Quoi qu'il en soit en France, il y a un manque de logement, donc la promotion construction, oui, clairement. Non, là-dessus, il y a pas de souci. Après, c'est toujours une question de chiffres. Et moi, ça ne me fait pas du tout peur. Bien au contraire, bon, je sais que ce sera que dans 1 an ou 2 ans. Alors, à titre investisseur, ça me fait flic. Parce que là, je veux réinvestir en tant que particulier. Donc, voilà, profiter de ces taux extrêmement bas en tant qu'investisseur, ce sera chiant. Mais en tant qu'opérateur, je serai content que les taux remontent, quoi. Ce sera cool, quoi. Attends, j'ai vu qu'il y avait eu d'autres. Ta, 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 ta. Ah ouais, non, c'est bon, hein, c'est pas facile à gérer ces commentaires. Donc voilà, les amis, bah, je sais pas si vous avez une ou deux autres petites questions avant que je me remette dans mes commentaires des vidéos du moment. N'hésitez pas, je suis là, c'est avec plaisir. C'est assez marrant, j'aime bien hein, ce côté. C'est assez cool. Bon, il y a un petit peu de latence. David, comment pour revendre CRP avec du prêt à taux zéro, on ne peut pas le garder? Ah, alors là, David, je suis désolé, ça va être un sujet sur lequel je ne peux pas parler. On m'en a déjà parlé, hein. Mais moi-même, n'ayant jamais pratiqué ce type de taux, je ne connais pas les conditions. Effectivement, à mon avis, ça paraît compliqué de le garder pour une opération, ça c'est sûr et certain. Et voilà, malheureusement ou heureusement, j'ai jamais été éligible à ce type de prêt et du coup, je m'y suis jamais vraiment intéressé, quoi. Euh, tac tac. Donc sorry David hein, sur ce coup-là, je peux pas te dire. Il faut que j'appuie pour voir plus ce truc. Chris, merci beaucoup pour ta réponse. Et penses-tu que le Rhône-Alpes soit une bonne région pour ce type d'opération promotion construction? Alors là, Chris, oui, clairement. Non, clairement, Rhône-Alpes, bah, c'est ma région d'où je suis originaire. C'est une très très belle région aujourd'hui en termes d'investissement, en termes de business immobilier. Pourquoi?
parce que c'est une région qui est hyper dynamique au niveau boulot. Le positionnement géographique de Rhône-Alpes dans l'Europe, parce que quoi qu'il en soit, malgré tout ce qu'on dit, malgré voilà, chacun a son avis sur l'Europe et on ne va pas parler politique, on s'en tape, on pense tout ce qu'on veut, mais on est dans l'Europe, on est voilà, donc du coup Rhône-Alpes hyper central, les accessibilités avec Paris, Genève, sud de la France, Lyon qui est une ville qui, bah, vous le voyez hein, si vous suivez un peu l'immobilier sur la région lyonnaise, moi, je le vois, hein, des prix qui étaient hors marché il y a 5 6 ans, c'est devenu une normalité. Des 7 000 € du mètre, on a des produits à plus de 10 000 € du mètre qui partent, donc c'est pas pour rien. C'est qu'il y a du gros investisseur. Aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, on a des étrangers qui viennent investir sur Lyon. Donc voilà, Lyon est du coup par ricochet sa région, parce qu'on a bah, le côté proche de Genève aussi qui est très dynamique de par la proximité avec la Suisse. Donc non, c'est une très belle région. Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est dans la région, les endroits. Quel type de personne va être prêt à venir à cet endroit-là? Et s'ils viennent là, il faut qu'ils aient quel prix? Mais oui, c'est une très très belle région pour faire des opérations, quoi. Euh, Georges, tu me dis, si j'ai bien compris, tu meubles tous tes biens pour la revente ou tu meubles juste pour la déco. Alors, moi sur mes produits, donc je faisais du très très haut de gamme, effectivement, donc je vendais hors marché, je vendais du centre de Lyon à des Parisiens, et quand je vendais du meuble, c'était vraiment la partie cuisine totalement équipée, les dressings, ce genre de choses. Alors si, intéressant, important, les luminaires, voilà, des éclairages, tu as des sites internet qui vendent des luminaires déco, design très très sympa. Et ça change une touche. Enfin, ça met une touche à un appartement, mais après, je faisais pas la partie meuble, les lits, tu vois, ce genre de truc. J'allais pas jusque-là. J'ai fait une fois appel à une homestageuse. Bon, ça n'a pas changé la donne plus que par rapport à un autre, comment dire, à deux autres appartements où je mettais pas cette prestation. Donc c'est à voir, quoi. Mais les meubles, et encore une fois, c'est pour un certain type de client. Si tu es sur du plus petit produit, pour de l'accession à propriété, du jeune couple, ça c'est des choses qu'ils feront eux-mêmes. Donc tu n'as pas forcément d'intérêt à augmenter ton prix en mettant de la presta complémentaire, type cuisine, type placard ou autre, parce que cette typologie de client, donc du jeune couple qui a des plus petits budgets, et ben lui va se dire, bon, je vais commencer par une penderie Ikea, le temps d'avoir un peu plus d'argent pour réinvestir dans ma maison. Je vais acheter ma cuisine chez Ikea parce que je la montrais moi-même, tu vois. Donc c'est toujours pareil, hein, l'immobilier, c'est fonction de ta clientèle en face. Donc voilà, il faut s'adapter vraiment toujours à cette clientèle. Oula, par contre, il y a plus de questions d'un coup. Attention, il faut que je redescende un petit peu. Euh, Attends, hop. Alors Vincent, en tant que particulier, comment faire financer un projet de plusieurs maisons sur un même terrain? Quel discours à tenir au banquier? Une RP et plusieurs locations, tout en location. Euh, Là, Vincent, tout dépend de ta situation au moment à batterie faible. Bon, ok, bon, ça va. Donc, tout dépend de ta situation au moment où tu le fais. Après, oui, le banquier, tu sais, ce sera toujours une question de chiffres. Donc, niveau d'endettement par rapport comment dire, à ton prêt global, avec les revenus en face, combien de revenus, et voilà, après tu as le mix, effectivement tu peux mettre ta RP dedans, si tu es locataire, à ce moment où tu fais le prêt, bah voilà, j'aurais plus mon loyer de X euros parce que je vais récupérer un de ces logements, et après c'est des chiffres, et si ça tourne en rentabilité, en valeur patrimoniale aussi, parce que dans ton prêt tu vas lui montrer que ce que tu construis, tu arrives à un prix de revient bien inférieur au prix du marché, donc tu vas lui faire une étude de marché dans ta demande de prêt où tu vas voir un petit peu tout ce qui se revend sur le secteur. Si tu sors de la rentabilité, après avoir à ce moment-là, mais c'est toujours bien de garder une RP parce que tu sais que si tu as bien fait ton opération, et puis après tu vas ventiler plus sur ce que tu vas garder en locatif pour vraiment minimiser le coût de tes RP pour prendre le gros billet exonéré de plus-value. Donc voilà, mais ça c'est à voir avec le banquier, quoi. La meilleure solution. Comment faire pour trouver des terrains et effectuer de la promotion? Par exemple, des lots de, hop là, de 90 mètres carrés. Moi, je suis au coin de Jérémy, à côté de Saint-Rémy. Chez nous, la plupart des terrains sont en vente avec des constructions donc compliquées de trouver de particulier à particulier.
Oui, bien sûr, le foncier, bah, très clairement, ça c'est vraiment de la prospection pure, vraiment pure et dure. Donc ça, dans le travail de son marché, donc dans une belle région, hein, je tiens à te dire, moi j'adore ce qu'on a de la France, la Saint-Rémy. Encore quand j'ai vu Jérémy cet été, je vais retourner voir cet été, voir l'avancée du chantier. Et après, bah, faut aller à la rencontre des gens, va voir les anciens des villages, fais-toi connaître, tu dis toujours que tu recherches. Va pas dire que tu recherches pour faire une opération de plusieurs logements. Ne va pas te faire passer pour un promoteur ou ce genre de choses. Vas-y toujours en tant que particulier. Tu dis que tu recherches pour toi et ta famille. Tu dis que toi tu es du coin. Tu vois, tu es vraiment un local. Tu expliques aux personnes âgées, à des gens qui travaillent dans les mairies de tes villages que toi tu cherches vraiment pour construire un bien avec ta famille et autres, et qui a cette complexité. Et, euh, et donc voilà quoi, ça c'est vraiment de la prospection pure, aller serrer des mains, parler de toi, laisser ton numéro à un maximum de gens, les rappeler de temps en temps. Est-ce que vous auriez pas entendu? Enfin voilà, tu sais, les petits commerçants, les petits bars de village, tous ces gens-là. Mais par contre, si tu veux avoir du retour, ne dis jamais que tu veux faire une opération immobilière de promotion construction pour la revente. Voilà, si tu le fais après, bah, tu le feras après, et après il faudra dire aux gens qui t'avaient amené le dossier que finalement bah, ça a changé d'avis, mais tu t'es aperçu que ça était intéressant. Et là, de toute façon, tu vas les rémunérer à ce moment-là parce qu'ils t'auront amené cette information-là en leur disant bah, écoute, c'est super, j'ai pu faire ce dossier-là, ça s'est passé comme ça, grâce à toi, je vais faire ça, c'est normal que tu récupères un bonus. Et je peux te promettre que si tu lui as mis en tête que s'il te retrouve quelque chose, il aura encore un plus joli bonus, bah, peut-être cette fois il ira chercher des terrains en tant que pro. Mais c'est ce job-là, c'est spécialisé de terrain, ce qu'on appelle un prospecteur foncier. Un prospecteur foncier, c'est un agent immobilier qui va vraiment aller chercher qui va spécialiser là-dessus, mais qui est à portée de tout le monde, hein. C'est juste aller parler à des gens, parler de ta recherche, par contre toujours rechercher pour soi-même. Et surtout quand tu es du cru, voilà, tu es du coin, et ben voilà, tu dis, moi j'habite sur X village, Saint-Rémy ou village à côté. Bah, moi je veux vivre ici, c'est mon coin, c'est mon pays, mais c'est compliqué. En plus, il y a tous ces Parisiens, ces étrangers qui achètent nos villas, machin. Enfin, tu vois, tu joues sur le côté local du truc. Et tu as des gens, voilà, tu as des gens qui ont encore des grands terrains et qui diront, bah là, je vais t'en céder un bout à ce jeune qui veut faire, et ça peut être une bonne solution, quoi. Allez, je fais encore une ou deux questions parce qu'après, il faut que je me remette sur mes commentaires parce que ça a dû rentrer. Donc voilà, hein, je le redis hein, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos du moment, bah, n'hésitez pas sur les dernières publications Facebook ou YouTube, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, et ben allez les voir parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Hop, je regarde hein, avec mes yeux. Ah, là il me semblait qu'il y en avait une autre. Gilles, quelles précautions à prendre avant d'acheter un terrain pour y construire et revendre le ou la maison après? Eh ben, la précaution principale, Gilles, c'est un petit peu toujours la même hein, que je dis, c'est avoir des certitudes sur ton marché, savoir que la demande des biens que tu vas créer, elle est là, que ce soit sur du locatif ou de la revente, hein, ça c'est une certitude. Et après, pour signer ton terrain, on va pas rentrer dans tous les détails parce que ça peut être un peu long et complexe, mais tu vas blinder ton compromis de conditions suspensives qui feront que tu achètes le terrain que si tu as bien toutes tes autorisations pardon, administratives d'urbanisme, donc tes permis de construire, éventuellement division, enfin tout ce que tu peux avoir en autorisation administrative, que tu as bien ton prêt, que tu as bien, enfin tu vois, c'est toutes ces choses-là, tu vas blinder au niveau de ton compromis pour te laisser aussi du temps de justement commencer à chercher tes clients en amont, ce genre de choses. Mais la principale précaution et sécurité, c'est toujours la même en immobilier, c'est que si vous allez sur un produit d'investissement ou un produit opérationnel, eh ben, il faut avoir des certitudes qu'il y a une demande en face et que la demande en face est prête à payer tant pour acheter. Voilà, ces certitudes-là, bah, elles se font bah, dans l'échange avec les agents immobiliers de votre secteur, dans l'échange avec le relationnel pur. Quand vous allez voir un mec qui a acheté, ben, allez vous présenter. Ah, c'est marrant, je voulais acheter cette maison, vous l'avez acheté, c'était bien et tout. Si c'est pas indiscret, vous l'avez acheté combien? Ouais, toujours pareil, curieux, le mec sympa et tout, mais boum, on prend de l'information. Et tu fais quoi comme job et tout. Et puis voilà, et puis on voit, et puis comme je le dis souvent, les gens, si vous vous intéressez à ça, à la connaissance de votre marché pointu, vous verrez que les gens aiment vivre les uns avec les autres, et ben, dans la même catégorie socio-pro. Ça, c'est une certitude. Donc ça se fait vraiment voilà, il faut y aller, il faut aller rencontrer les gens, il faut aller dans votre secteur, aller visiter les biens, échanger avec ces gens immobiliers, rencontrer les acheteurs,
avoir les bons prix de vente auxquels les produits sont réellement vendus, pas les prix d'annonce que vous aviez vus au départ, mais quand vous savez qu'un produit s'est vendu, arriver à savoir combien c'est vendu. Et c'est comme ça que vous saurez si votre opération est bonne ou pas. Mais si vous avez cette certitude-là, vous êtes pépère. Donc, écoutez les amis, moi je vais vous laisser, je vais me remettre. Allez, je fais les dernières, j'en ai vu d'autres qui sont arrivés. Ouais, j'en ai vu deux, trois autres. Alors, Chris, pour construire une maison double, combien de mètres carrés de terrain constructible conseilles-tu et à quel prix? Là, Chris, c'est pas moi qui te conseillerais sur quoi que ce soit là-dessus. C'est le règlement PLU. C'est le règlement PLU. Tu peux faire deux maisons sur 300 mètres carrés de terrain, comme il y a des endroits, des communes où il faudra que tu aies un minimum de, je sais pas, 600 mètres carrés de terrain. Il n'y a pas de. Toujours pareil. Je reviens toujours un petit peu sur la même chose, mais c'est tellement important que vous compreniez, que vous commenciez à cogiter l'immobilier comme ça. C'est ta demande en face. Tu sais que tu es t'es dans une zone un petit peu plus rurale, comme notre ami qui je répondais, qui est du côté de Saint-Rémy-de-Provence, où les gens sont habitués à avoir des grandes parcelles quand même. Et ben voilà, tu sais que si tu fais une petite parcelle avec juste 50 mètres carrés de jardin, ça risque de pas passer. Tu vois, faut vraiment t'adapter, donc il y a pas vraiment de conseil, c'est dans le secteur dans lequel tu es qu'il faut créer le produit qui va correspondre à des gens. Et après, celui qui va te dire si tu peux ou pas faire ce produit-là, c'est vraiment monsieur le PLU, donc le règlement que tu vas aller voir en mairie, que tu vas analyser, que tu vas savoir analyser, et pour savoir si le produit que tu envisages est faisable ou non sur le terrain. Combien et comment est-ce que tu rémunères un apporteur d'affaires, Georges? Il n'y a pas de. Bah, c'est marrant parce qu'il y a Nice qui était, je ne sais pas s'il est encore en ligne ou pas, on en parlait il n'y a pas longtemps, qui est de Toulouse. Il y a pas de normalité au niveau d'un apporteur d'affaires. C'est vraiment ce qui va te faire gagner, où tu vas valider combien il va prendre. Tu vois, c'est dans tes chiffres au départ. Après, c'est aussi quel niveau d'apport d'affaires il va te faire. Si il t'apporte simplement, comment dire, un numéro de téléphone, mais il est en loose day, c'est toi qui fais tout le truc, forcément tu vas pas lui laisser la même com que si c'est lui qui s'occupe de la négo avec les propriétaires, tu vois. Donc ça après c'est vraiment dans tes chiffres. Bah, tu sais que tu as sa com à prévoir et t'en parles avec lui dès le départ. Tu vois, tu le laisses venir. Tu sais, dans la négociation, enfin, je pense que vous en avez tous fait un petit peu, il faut toujours que ce soit l'autre qui vous donne un prix en premier. Et après, on va en discuter. De toute façon, il sera toujours trop cher, ça c'est sûr, parce que lui-même essaiera, mais même lui, dans sa tête, intellectuellement, il sait qu'il est cher. Et après, on va descendre et toi, tu jugeras si oui ou non. Tu fais tourner tes chiffres, si en laissant cette com, ça passe, fait. Et voilà, et ne sois pas trop. Avec les apporteurs d'affaires, il ne faut pas trop négocier. Si ça tourne, on s'en fout parce que tu vas les motiver à te ramener du business derrière. Tu vois. Donc après, voilà, un simple particulier, il y en a qui le feront même sans vouloir forcément toucher de l'argent derrière. Tu vois, ils le feront parce que, comme j'expliquais au collègue qui est sur Saint-Rémy, parce que tu auras dit que tu cherches une résidence principale haut, donc ils auront tendu l'oreille, ils auront entendu parler parce que, en parlant à la sortie de l'école, ils ont entendu que il y a telle vieille dame du quartier qui va mettre tête en vente sa maison. Bah lui, il cherchera peut-être même pas à avoir d'argent. Par contre, tu lui feras quand même un cadeau. Tu vois, un beau resto, un truc sympa. Et comme je te dis, après, il dira peut-être ah ben ça, si je tends l'oreille, je peux avoir des trucs sympas. Donc mais il n'y a pas de normalité, hein, c'est vraiment au dossier combien ça te rapporte et combien tu es prêt à donner. Et comme je te dis, ne soyez pas radin. Et c'est pas une question, je dis pas que tu es radin, hein, attention, on se connaît pas, Georges, mais ne cherchez pas à mégoter trop. Si ça tombe dans vos chiffres, si vous fait gagner de l'argent, et ben rincez-le bien, parce que si vous rincez bien vos apporteurs d'affaires, voilà, bah, je peux vous donner mon dernier exemple. Là, je suis en train de vendre un petit appart sur Lyon. Très clairement, un pote agent sur Lyon, je l'ai appelé, voilà, je dis écoute, c'est lui qui m'a même proposé de ne pas le mettre en agence, hein, qui se démerdait. Ah, pas de phare comptable, parce que là, c'est batterie faible, ça va aller vite. Donc voilà, il y avait un deal où lui il me dit bah, je te prends, c'est un petit appartement hein, à 150 et quelques mille, il me dit bah, moi je te prends 3000 pour le faire comme ça. Ok, why not? Moi je lui dis bah, on le tape, on l'attaque à 158, donc c'était vraiment le prix haut du truc. Il me dira c'est un peu chaud, je dis on attaque. Et le deal que je te propose, moi j'en veux de toute façon 150, 150, donc tu as tes 3000. Par contre si tu vends au-dessus, eh ben, la différence
de ce que tu me fais gagner, on la partage en deux. Et c'est ce que je vais faire. Donc tu vois, il va prendre 5005 comme ça, et il est comme un dingue. Et c'est normal, mais par contre, moi, ça me fait plaisir qu'ils prennent un peu plus. Moi, j'ai ce que je veux, voire même un petit peu plus, parce que j'aurais 152 500. J'ai gagné 2500 balles en plus de ce que je voulais récupérer. Bah, lui, 2500 balles en plus, mais c'est bien, parce que là, tu vois, déjà, il m'a dit, bah écoute, il y a quelque chose, ça se fait quelques mois que je suis dessus, c'est un peu compliqué, c'est une division, par contre, quand ça sort, je pense à toi. Et vous voyez, c'est ça le business. De toute façon, on sème pour récolter, donc faut pas hésiter à donner, quoi. Bah, merci Jérémy, merci à toi. Euh, Bon, bah, merci à tous. Et ben, n'hésitez pas à. Je vous dis, allez voir si vous n'avez pas vu les vidéos, allez vous inscrire sur les dernières publications. Et puis bah, moi, je vous dis de toute façon à très vite. Salut les amis. Ciao, ciao.